Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Je suis ravie de vous rencontrer pour un épisode d'un nouveau genre, puisque nous sommes en direct du Congrès français de rhumatologie pour parler d'un sujet plus que d'actualité. Pourquoi le rhumatologue doit s'intéresser à la santé environnementale? Je précise que cet épisode est diffusé devant un public, donc n'hésitez pas à poser vos questions à la fin de nos interventions. À mes côtés pour cet épisode spécial, j'ai l'honneur d'accueillir le docteur Marine Sarfati, médecin en santé publique, le professeur Jérémy Selam, PUPH en rhumatologie à l'hôpital Saint-Antoine, et le docteur Margot Moret, rhumatologue à l'hôpital de Barbois à Nancy. Margot et Jérémy, vous êtes aussi tous les deux membres du comité éditorial de la Minute Rhumato. Bonjour à tous. Bonjour. Alors Marine, pour commencer, qu'est-ce qui motive selon toi l'intérêt croissant des médecins pour la santé environnementale aujourd'hui? Bonjour déjà à toutes et tous et merci pour l'invitation. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Ce qui motive les médecins pour leur intérêt sur la santé environnementale, c'est selon moi plusieurs facteurs qui s'imbriquent. Le premier, c'est aujourd'hui l'épidémie croissante de maladies chroniques à laquelle on assiste. Aujourd'hui en France, 20 millions de personnes ont une maladie chronique, donc c'est une personne sur trois. C'est 75% des dépenses de santé, les maladies chroniques, et c'est un chiffre qui va augmenter avec le vieillissement démographique. En 2050, on aura un tiers de personnes de plus de 60 ans. C'était un cinquième en 2005. Et donc, on va avoir de plus en plus de maladies chroniques. Le problème, c'est que sur ces maladies chroniques, on a des facteurs environnementaux qui vont les influer. Et on a particulièrement un serial killer, si je peux l'appeler ainsi, qui est la pollution de l'air, la pollution en particules fines, les particules, les PM2,5. Dans le monde, la pollution de l'air, c'est responsable de 10 à 20% des décès au niveau total. En France, une étude de Santé publique France a montré que la pollution de l'air, c'était responsable de 40 000 décès prématurés par an. Et on sait que cette pollution de l'air va engendrer des maladies chroniques. Donc, bien évidemment, on pense aux maladies cardiovasculaires, aux maladies respiratoires, mais aussi les maladies neurodégénératives, Alzheimer, maladie de Parkinson, le diabète, des cancers. Et donc aujourd'hui, ça fait sens de s'intéresser à l'environnement pour soigner les patients dans leurs maladies chroniques. Comment effectivement ce dérèglement climatique influence la santé planétaire et nous impacte également, vous en avez déjà un peu parlé, mais voilà, pourquoi le rhumatologue également? Alors déjà, pourquoi on doit s'y intéresser? Le dérèglement climatique donc, a été nommé comme la plus grande menace sanitaire du 21e siècle par le Lancet il y a déjà 15 ans. Donc c'est un devoir de s'y intéresser. C'est un devoir de s'y intéresser aussi parce qu'on a prêté serment d'Hippocrate, donc c'est primum non nocere. Premièrement et avant tout, ne pas nuire. Or, on sait aujourd'hui que nos systèmes de soins polluent. Le système de soins en France, l'impact carbone du système de soins en France a été évalué par le Shift Project, qui est un think tank. C'est autour de 8% de l'empreinte nationale. Ça repose principalement sur les médicaments. Et donc, le système de soins pollue et va participer en fait au développement des maladies qu'il va devoir secondairement traiter, ce qui n'est pas très logique et ça fait effectivement un cercle vicieux. Et comment le dérèglement climatique va impacter sur la santé humaine? De plusieurs manières. Il y a des effets directs avec les événements climatiques extrêmes, les ouragans, les inondations. On a vu il y a un mois les images à Valence. Et je tiens à souligner que le dérèglement climatique est responsable, mais aussi l'urbanisation. Quand on urbanise, et en Espagne, c'est un des pays en Europe où ils urbanisent le plus, l'eau a plus de mal à s'infiltrer en fait, dans les sols et ruisselle plus facilement. Donc dérèglement climatique, urbanisation, on a donc des inondations. On peut avoir aussi des feux de forêt dans les conséquences climatiques extrêmes. On a aussi les vagues de chaleur. On en voit les effets tous les étés ici maintenant. On a aussi des effets indirects sur la santé des populations, avec des effets sur la pollution de l'air dont j'ai déjà parlé, pollution de l'eau, inondation, on va avoir de l'eau qui va stagner, augmentation du risque de choléra par exemple, maladie vectorielle aussi, qui va perturber en fait le cycle de reproduction des moustiques, etc. Et aujourd'hui, on a des véritables cas de dengue autochtones en France, ce
qu'on ne voyait pas donc, il y a 20 ans. Ça va perturber aussi la production alimentaire, changement climatique, diminution des rendements agricoles, donc malnutrition et éco-anxiété aussi. Et il va avoir des effets sur des déterminants socio-économiques de la santé avec des déplacements de population, des réfugiés climatiques qu'on voit déjà aujourd'hui. Donc c'est vraiment indispensable de s'y intéresser. Pour ce qui est des maladies articulaires, et tu as parlé de la pollution atmosphérique, est-ce que on commence à avoir des données sur pollution atmosphérique et notamment polyarthrite ou autre? Alors, ce qu'il faut savoir dans ce domaine, c'est que c'est très difficile de mettre en évidence un lien de causalité, particulièrement avec les expositions environnementales, parce que les expositions environnementales, elles sont partout. J'ai parlé de pollution de l'air, mais j'ouvre aussi le chapitre des pollutions tout court. Donc, on a la pollution plastique. Un chiffre, je vais dire beaucoup de chiffres vertigineux ici, mais il faut s'accrocher jusqu'à la fin parce qu'on verra qu'il y a des solutions. Un chiffre, 10 millions de tonnes de déchets plastiques dans les océans chaque année. C'est l'équivalent de 22 000 Boeing 747 dans les océans chaque année. Donc les populations marines en sont affectées. Nous, à l'échelle humaine, on ingère 50 à 100 000 microplasticules de plastique par an. Et donc, on en a à peu près partout dans les tissus aujourd'hui. Donc, pollution plastique, pollution par les perturbateurs endocriniens, pollution par les pesticides. Et là, on voit l'effet de l'agriculture intensive. Je parlais tout à l'heure de la déforestation. Mais voilà, on a aussi les pesticides qui jouent un rôle. Les médicaments, les antibiotiques. Une étude intéressante sur 100 rivières dans le monde, prises dans 1000 pays différents. Il n'y avait pas un fleuve d'eau qui n'est pas pollué aux médicaments et aux antibiotiques à des taux assez préoccupants, principalement en Inde, là où on les produit. Et donc, on a du mal à mettre en évidence un lien de causalité parce qu'il y a des polluants qui sont multiples, qui sont un petit peu partout. Parce que en rhumatologie, on parle de maladies chroniques. Et donc, quand on parle de maladies chroniques, la genèse va pas être, ça va pas être un facteur. Il va y avoir une combinaison de facteurs génétiques, environnementaux, socio-économiques, bien sûr. Donc, c'est difficile de mettre en évidence, d'avoir des preuves avec des études épidémiologiques qui ont des biais souvent. Et donc, effectivement, on a quelques preuves pour pollution et maladies auto-immunes, polyarthrite rhumatoïde. Ça peut entraîner de l'inflammation chronique notamment. On a des preuves, et c'est assez intéressant, je trouve, au niveau des perturbateurs endocriniens. J'ouvre un petit chapitre. Un perturbateur endocrinien, c'est une substance qui va avoir un effet hormono-mimétique. Donc, il va venir se fixer sur le récepteur de l'hormone. Il va venir mimer ces effets pas toujours bien. Et donc va entraîner des problèmes au niveau du système endocrinien. Et là, donc, j'attire votre attention en rhumatologie sur l'os, qui est donc un organe endocrine. Et ça a été mis en évidence que les perturbateurs endocriniens pouvaient avoir un effet sur le fonctionnement des ostéoblastes, sur la matrice extracellulaire, le calcium. Donc, assez intéressant, je trouve, intellectuellement. Et on a aussi les vagues de chaleur qui peuvent bien sûr influer sur les douleurs chroniques de nos patients. Et on a aussi l'arthrose qui peut être en lien avec les polluants, les perturbateurs endocriniens. Mais je crois que Jérémy, j'ai vu passer une étude de ton équipe. Effectivement, oui, c'est quelque chose qui nous a beaucoup intéressés puisque nous, on voit bien que des études anthropologiques ont montré sur des cadavres, sur des squelettes, que l'augmentation de l'arthrose ces 60 dernières années a doublé et probablement pas seulement à cause de l'allongement de l'espérance de vie ou de l'obésité. Et c'est là qu'on s'est dit au laboratoire avec Alice Courty et Francis Berenbaum, mais il y a peut-être d'autres facteurs de risque un peu plus fins qui sont liés aux 50 dernières années. Évidemment, il y a la sédentarité, mais on s'est posé la question des perturbateurs endocriniens et on a commencé par quelque chose de tout simple, c'est analyser le liquide synovial de nos patients arthrosiques et en fait, on en retrouve effectivement des composés perfluorés, PFOA, PFOS, qui corrèlent d'ailleurs avec le niveau d'inflammation des enzymes dans le même liquide. Ça, c'était une première donnée. Puis Alice Courty a fait des travaux où elle a exposé des souris sans leur créer une arthrose, spontanément à un mix de perturbateurs qui reflètent ce à quoi nous sommes exposés au quotidien. Et en fait, spontanément, le cartilage s'abîme. C'est-à-dire, là, on est en train de voir maintenant si ces souris ont plus mal, si lorsque l'on fait une arthrose, est-ce que l'arthrose est plus sévère. Mais spontanément, cette exposition alimentaire, en fait, qui correspond à tout ce qui est sur les surfaces, les plastiques, etc., altère le cartilage. Donc, on voit bien qu'il y a un lien. Mais comme tu le disais, ce qui est très compliqué, c'est que vous savez, on a des facteurs de risque très forts d'un point de vue épidémiologique. Dans l'arthrose, c'est notamment l'obésité. Dans la polyarthrite rhumatoïde, c'est le tabac.
Et en fait, dans les études épidémiaux, ce qui est très compliqué, hein, c'est capturer l'information niveau d'exposition, puis deux, c'est d'ajuster sur des facteurs tellement puissants que parfois il est un peu difficile de mettre en évidence des associations peut-être un petit peu plus fines. Et donc, c'est un peu le challenge des prochaines années. Et notamment, je pourrais citer les travaux de Claire Dayen sur la pré-polyarthrite rhumatoïde, où elle s'intéresse beaucoup aux expositions comme facteur de risque. Et pour ça, il faut mettre en jeu et en action des mesures pour vraiment capturer l'information. Marine, d'un point de vue pratique, qu'est-ce qu'un rhumatologue peut faire pour réduire l'empreinte carbone dans sa pratique? On va commencer par 2 types d'approches, peut-être l'approche hospitalière, l'approche libérale, et on verra que les deux se rejoignent. Déjà à l'hôpital, essayer de rejoindre des groupes RSE, des groupes de développement durable, pour voir ce qui se fait sur votre hôpital. Je sais que à Lyon, en quelques années, on a vu énormément d'initiatives naître et des gens qui peuvent se raccrocher à ces approches. Mener des études aussi donc je vais parler de l'éco-conception des soins, c'est-à-dire à qualité et sécurité de soins égales, choisir le soin qui est le moins polluant. J'ai été étonnée en fait en préparant cette présentation de voir que dans d'autres domaines comme en anesthésie, en médecine vasculaire, ils sont très avancés sur les sujets. Et nous, en rhumato, je dis encore nous parce que je fais quand même encore partie des rhumatologues, on est quand même le parent pauvre de ces études, hein. On a une belle étude qui a été faite par Inès Monino à Lyon dans l'équipe de Roland Chapurla sur l'impact carbone de l'adalimumab, enfin du biosimilaire de l'adalimumab. 1 an d'adalimumab pour un patient, ça représente 350 tonnes d'équivalent CO2. C'est à peu près 70 allers-retours Paris-New York, hein. Donc c'est non négligeable. Et c'est une des premières études à être faite sur l'impact carbone, enfin moi à ma connaissance, hein, et j'étais très étonnée. Donc déjà faire des études, faire des travaux de recherche. Je voulais rajouter quelque chose. Il y en a une aussi faite aussi par Lyon, par les anesthésistes de Lyon sur la prémédication avant la chirurgie, où ils ont comparé le paracétamol IV plus l'antihistaminique, Péros ou IV, sachant qu'en fait, en post-opératoire, la consommation d'antalgique est la même. Et clairement, le coût de la tubulure, du packaging, tout ça coûte vraiment plus cher. Donc à chaque fois, à l'hôpital, il faut se dire, mais est-ce que vraiment la forme IV est nécessaire pour ce patient? Pour certains antibiotiques, par exemple, ce n'est pas si évident que ça, notamment les quinolones. Et pour le paracétamol, c'est évident. Alors on peut parler de l'effet un peu placebo contextuel de l'intraveineuse, mais c'était encore une étude qui m'avait bien intéressé. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on manque d'études effectivement sur ce champ d'expertise et en tout cas nos pratiques, hein, l'impact qu'ont nos pratiques. Mais au regard de ces premiers résultats qu'on a déjà, moi je m'adresse surtout aux plus jeunes rhumatologues qui sont ici, qui vont, qui adoptent déjà des habitudes dans l'exercice de leurs soins. Est-ce qu'il y a des gestes à adopter, voilà, quand on se pose la question entre un traitement Péros, un traitement injectable, même les gestes infiltratifs, on a quand même beaucoup de consommation de matériel dans nos soins. Est-ce que voilà, des petits tips qu'on peut avoir déjà dans notre pratique pour réduire notre impact sur cet environnement qui nous est si cher? Déjà, comme je l'ai dit, il n'est pas question de diminuer la qualité et la sécurité du soin aux patients. Bien sûr, comme l'a dit Jérémy, l'IV et donc le sous-cut pollue plus que le Péros. Donc, quand on peut l'utiliser. Après, il y a quelque chose que tu fais qui peut être intéressant, c'est sur nos gestes, les gestes qui sont faits, les infiltrations sous écho ou quoi. Développer peut-être de plus en plus l'hypnothérapie pour essayer de diminuer en fait l'utilisation de médicaments. Après, il y a autre chose, c'est aussi la juste prescription. Et là, c'est juste à essayer de se reposer en fait sur le dossier du patient, d'essayer de réfléchir. Quand on est à l'hôpital, on a la chance d'avoir des pharmaciens avec nous. Pourquoi il a tel médicament? Est-ce que je peux pas l'enlever? On a bien sûr l'exemple des IPP qui sont prescrits, qui sont à outrance en fait. Et on peut essayer d'aller vers des réflexions sur nos prescriptions. Alors, on parle de ce que chacun peut faire en tant que soignant pour essayer de prendre un peu plus soin de la planète, mais comment sensibiliser aussi? Alors Marine, comment on pourrait sensibiliser à la fois les pouvoirs publics, le grand public et les institutions à ces sujets-là? Je crois qu'on a un levier important quand on parle d'environnement pour nous, c'est la santé en fait. Donc sensibiliser les directions, les pouvoirs publics en disant que améliorer le changement climatique, c'est aussi améliorer la santé humaine. Je pense que personne ne peut s'opposer à ça.
Premièrement. Deuxièmement, aux directions d'hôpitaux, montrer l'impact carbone et environnemental qu'a notre hôpital. On a un devoir quand même de le diminuer. Et aussi, c'est les économies qu'on peut réaliser en fait en se posant les bonnes questions. Donc on entre dans une dimension économo-écologique où en fait, je vais regarder pour tel soin ou pour tel geste, tout ce dont j'utilise. En fait, il y a eu beaucoup de gâchis et donc réduire et donc parler des économies, ça parle beaucoup quand même aux décideurs. Il y a des choses effectivement, simples qu'on peut sensibiliser, c'est effectivement important. Se former aussi, ça l'est. En parler, l'étudier et voilà, je sais que vous avez déjà mis, des choses en place, alors notamment à Lyon où vous travaillez beaucoup sur le sujet. Est-ce que voilà, vous voyez là actuellement une modification, de la vision des générations, effectivement un sujet qui vient au devant? Est-ce qu'il y a voilà, quelles sont les perspectives pour ce domaine, de la santé, environnementale et la place qu'on lui laisse, actuellement? Ce qui est sûr, c'est que ça prend de plus en plus de place. En effet, à Lyon, on a développé un enseignement de santé environnementale. On a développé aussi avec la conférence des doyens un enseignement qui est devenu obligatoire de médecine environnementale, qui fait 6 heures. Donc ça veut dire que les doyens ont fait de la place pour ce module obligatoire. Il y a des DU qui existent de santé environnementale. À Lyon, on a aussi ouvert un DU de santé planétaire. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de formations qui existent. Les gens, ils sont quand même sensibilisés. Après le Covid, je pense qu'on a vu une sensibilisation qui a augmenté. Et je tiens à souligner ici que quand on regarde en fait les facteurs de risque de développement de pandémie, on retrouve le changement climatique, on retrouve la perte de biodiversité, on retrouve la déforestation, l'agriculture intensive avec la surexploitation des ressources naturelles. Et je pense que c'est important de voir que tout est interconnecté. Je parlais en introduction de la pollution, du changement climatique. Mais en fait, il faut faire un pas de côté pour se dire, OK, comment on en est arrivé là? On en est arrivé là parce qu'on a une dépendance aujourd'hui aux énergies fossiles qui sont polluantes puisqu'elles émettent des gaz à effet de serre. Ces énergies fossiles, on les utilise aussi dans l'agriculture intensive, avec les pesticides, les engrais chimiques. Ça, c'est des produits des énergies fossiles avec le gaz et le pétrole. Et donc, essayer de se poser les bonnes questions, essayer de prendre du recul pour voir que tout est interconnecté. Imaginerais que dans un service de rhumatologie, il faudrait une checklist pour le nombre de compresses ou ce genre de... parce qu'en fait, il faut changer le comportement. Et ça, c'est quand même pas si évident que ça. Et ça peut que faire, on va dire, par le système des nudges, c'est-à-dire ces petits, des petits gadgets ou des petits trucs et astuces pour inciter les gens à changer leur comportement. Tu as déjà vu faire ça, même ou peut-être dans les services de chirurgie, c'est un peu fait. Est-ce que tu as des exemples? Alors déjà, pour changer les comportements, il faut déjà savoir d'où on part. Et comme je disais, on a peu de données sur ces sujets-là en rhumatologie. Dans d'autres disciplines, on en a plus, donc comme en anesthésie, avec là, un exemple qui est l'exemple principal des gaz anesthésiants, qui sont assez polluants. On utilisait avant le desflurane et le sévoflurane, et il y en a un qui est 20 fois plus polluant que l'autre. Et donc, petit à petit, on a arrêté d'utiliser celui qui était le plus polluant. Et ça, on l'a fait parce qu'on a fait les études pour savoir lequel était le plus polluant et comment c'était fait. On a d'autres études qui sont faites effectivement au bloc opératoire, qui est générateur de beaucoup de déchets. Une chirurgie cardiaque, c'est l'équivalent en impact carbone de 11 000 km en voiture thermique. Donc voilà, il est question, bien sûr, on va opérer les patients, mais de se poser sur quel poste on peut diminuer les émissions. En l'occurrence, sur la chirurgie cardiaque, c'est la circulation extracorporelle qui prend beaucoup, et les gaz anesthésiants. Et un autre domaine que je trouve intéressant, c'est l'éco-conception des soins dans la cardiologie interventionnelle. Ils ont fait des études, notamment à Lyon, sur l'ablation de FA. Et en fait, on s'est rendu compte que quand on faisait de l'ablation de FA, on utilisait des matériaux qui étaient pas réutilisables, qui étaient jetables. On a un impact carbone qui est principalement sur les cathéters, et ça, quelque chose qui est assez intéressant de remarquer. On utilise des métaux rares dans ces cathéters avec du platine, de l'or, qu'on va jeter ensuite à la poubelle. Donc c'est assez édifiant de constater ça. Donc il faut quand même qu'on parte des constats pour voir vers quoi on peut arriver. Et après, ça c'est du côté pratique, mais ce que je voudrais apporter aussi, c'est le fait qu'on doit changer un peu notre mode de pensée vis-à-vis du soin. Essayer de donner aux patients en fait des conseils en santé environnementale, en prévention. Alors,
Moi, je pense que c'est au niveau systémique que ça doit changer. C'est pour ça que je suis en santé publique aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, on ne met pas assez d'accent sur la prévention, hein, c'est que 2 des budgets. Mais le médecin a aussi son rôle à jouer et je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les conseils qu'on peut donner en consultation aux patients. Alors je sais, on est débordé, on n'a pas le temps, mais ça a été prouvé que 2 minutes, une phrase. L'activité physique, c'est aussi important que le médicament que vous allez prendre, par exemple. Ça peut nudger pour le coup les patients parce qu'ils font confiance à leur médecin, qu'il a une position malgré tout d'autorité, de confiance vis-à-vis du patient. Et donc, on a ce devoir aujourd'hui, je pense, de véhiculer des messages de prévention. Et au cabinet, par exemple, on peut afficher tout simplement des affiches sur la santé environnementale. Il y a des collègues de Genève qui ont fait ces affiches-là. Vous tapez 12 mois, 12 actions. Donc une action par mois, ça se finit donc en décembre. Donc là, on en aura 12 sur les mobilités actives, sur l'antibiorésistance, sur le contact avec la nature. On peut les afficher en salle d'attente. Ça sera déjà un premier nudge, en effet, je pense. On pourrait tout à fait imaginer que la Société française de rhumatologie travaille sur une affiche qui soit téléchargeable en ligne et puis après, libre à chaque rhumatologue de l'imprimer puis de l'afficher. Ça peut être intéressant. Un autre élément, j'ai vu que l'industrie pharmaceutique aussi s'y intéresse, puisque certaines biothérapies injectables, en fait, maintenant sont proposées au recyclage. Et avant, c'est vrai que les patients disent, mais moi, je ne sais pas quoi en faire de tous ces trucs-là. Et pour certains des biomédicaments, on peut les ramener à la pharmacie. Et ça aussi, c'est un autre aspect. Ouais. Effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Il faut que l'information circule aussi. Je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui, tout le monde soit effectivement au courant de toutes ces subtilités. Si on devait résumer un petit peu tout ce que vient de dire sur un côté pratique, que chacun d'entre nous reparte avec quelques petits conseils, 2, 3 petites choses à appliquer dès demain, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Répéter du coup, mais commencer à évaluer l'impact de nos soins. Quand on essaye de faire un changement, on y va toujours avec la méthode des petits pas, même si c'est un soin, un médicament, on sait que ça peut après faire effet boule de neige. Donc si on fait de la recherche, etc., essayer d'évaluer l'éco-conception des soins de nos médicaments utilisés en rhumatologie, prodiguer des conseils aux patients pour passer d'un modèle qui était curatif à un modèle qui va être préventif, et des messages de santé environnementale. Et effectivement, se former soi-même aussi, je pense que c'est important. On a développé donc un module de santé environnementale qui est disponible sur YouTube. Vous tapez médecine et santé environnementale. On a des collègues à Marseille anesthésistes qui ont développé, mais c'est du coup maintenant à l'échelle nationale, un module d'éco-conception des soins qui est aussi disponible en libre accès sur YouTube. Donc se former et sensibiliser, en parler, ne pas croire qu'en fait, parce qu'on est à un point où on a l'impression que les choses n'avancent pas, que ça ne peut pas avancer demain, chaque action va faire son effet et va pouvoir faire un effet boule de neige avec un cercle vertueux, je pense. Une question, on va dire un peu personnelle. Tu étais chef de clinique en rhumatologie. Maintenant, tu es assistante en santé publique, justement. Dans ce contexte-là, quels sont les projets que tu mènes à Lyon? Parle-nous quand même, tu as parlé du DU, mais peut-être qu'il y a aussi des projets de recherche. Effectivement, donc maintenant je suis assistante hospitalo-universitaire en santé publique. À Lyon, donc moi j'aimerais commencer ma thèse de sciences sur ces sujets en rapport avec la santé environnementale. Je vais essayer de travailler je vais essayer de cibler une maladie qui était au cœur de tous ces facteurs environnementaux, qui est l'obésité, et de travailler sur quelque chose dont je peux vous parler, qui est la santé planétaire et les co-bénéfices santé-environnement. En fait, là, vous voyez, on a parlé de ce cercle vicieux qu'on avait, mais en fait, on a des actions qu'on peut mettre en place qui sont bénéfiques aussi bien pour la santé humaine que pour la santé planétaire, comme par exemple les mobilités actives. Les mobilités actives, ça va améliorer la santé cardiovasculaire des populations. Et on a aujourd'hui un énorme problème de sédentarité chez les jeunes, chez les moins jeunes. On a une épidémie aussi d'obésité, avec des taux qui ont doublé en 15 ans. On est à 18% de la population en France avec des taux d'obésité aujourd'hui. Donc, co-bénéfice santé-environnement, mobilité active, exposition à la nature aussi. On sait que ça améliore la santé mentale, on sait qu'on va faire plus d'activités en nature, on sait qu'on va aussi augmenter la biodiversité. Et alimentation
de passer avec moins de sources de protéines animales. On sait aujourd'hui que le bœuf peut être lié à des cancers colorectals, donc il n'est pas question d'arrêter, mais de diminuer. Les recommandations aujourd'hui, c'est 300-500 grammes de protéines animales par semaine, donc ça fait 3 à 5 steaks par semaine. On est loin des recommandations d'avant, et diversifier avec plus de protéines végétales. Donc voilà, utiliser en fait des leviers de santé planétaire. Est-ce que le patient en fait, il va pas aussi pouvoir se sentir plus concerné par les changements qu'on lui demande de mettre en place, s'il sait qu'il embarque la planète avec lui? Ça peut être un projet intéressant. Merci beaucoup Marine et bravo, j'ai appris énormément de choses. On a un petit peu de temps pour des questions. Si dans la salle vous avez des questions, n'hésitez pas. Ou si vous souhaitez... ouais. Oui, docteur Inaoui, rhumatologue en activité mixte libérale et hospitalière. Ma grosse problématique, parce que je suis très intéressée par ce que vous racontez, et j'y suis sensible, mais je ne savais pas. Mais ma grosse problématique en tant que en libéral, c'est les prescriptions. Quand je fais des prescriptions, notamment dentalgiques, pour que les patients ne souffrent pas, ils repartent avec un sac entier dentalgique. Et je ne sais pas quoi faire, quoi leur dire, pour qu'ils n'aient pas 20 boîtes de Doliprane, 10 boîtes de Tramadol. Certains les ramènent, d'autres ne les ramènent pas. Je sais que dans certains pays, notamment pour les antibiotiques, ils donnent la juste dose nécessaire. Nous, on donne des boîtes entières. Dès qu'il y a 1 gramme en plus des 6 grammes dans une boîte, ils ont droit au double. Voilà, je voudrais savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce niveau. Malheureusement, en effet, c'est un sujet de régulation. En effet, par exemple, aux États-Unis, on donne le juste nombre de médicaments, ce qu'on ne fait pas en France. Des chiffres pour accompagner votre propos, 80% d'une consultation en médecine générale, pour le coup, se solde par une prescription médicamenteuse, et 50% des médicaments vont être jetés. Déjà, dire aux patients qu'ils peuvent ramener les médicaments en pharmacie pour qu'ils soient recyclés correctement. Et après, il va falloir faire effectivement des réglementations pour qu'on en donne moins. Mais ça, à votre échelle, je ne pense pas qu'il faut vous responsabiliser. Aurélie. Il y a une chose très facile, c'est au lieu de mettre durée de prescription pour 1 mois ou 2 mois, vous mettez 2 boîtes à renouveler. Et le pharmacien est obligé de donner que 2 boîtes et non pas le traitement de 1 mois. Alors, on a une autre question. Merci. Bonjour, Anthony Delbar en rhumatologie à l'hôpital de Valenciennes. Merci pour votre présentation qui est hyper intéressante. Moi, j'avais une petite question assez courte, mais la réponse peut être très très large. Santé environnementale, rhumatologie et intelligence artificielle. Comment on fait sur l'impact carbone que représente l'intelligence artificielle aujourd'hui? On a effectivement, avant l'intelligence artificielle, on a un impact carbone du numérique qui est non négligeable. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle va prendre de plus en plus de place. Je ne crois pas qu'on va pouvoir le stopper, que ce soit en médecine ou ailleurs. Maintenant, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser cette intelligence artificielle, utiliser cet outil pour, à des fins meilleures, en fait, et pour essayer de réduire notre impact carbone? Je ne sais pas exactement quelle tournure ça va prendre. On ne va pas pouvoir arrêter la machine, et je ne sais pas si c'est forcément souhaitable, mais utiliser cet outil à des fins voilà, de réduction d'empreinte environnementale, il pourrait nous aider. Par exemple, on pourrait imaginer un outil d'IA qui aide le rhumato à savoir est-ce que cette molécule est plus polluante que celle-ci. Donc effectivement, après, il faudra calculer l'impact carbone de tout ça, mais ça va prendre. Il y a un stockage de tous les mails que l'on envoie sur des énormes serveurs. Et juste déjà pour des mails laconiques où on répond oui, non, peut-être enlever sa signature électronique, ça allégera déjà le poids des mails normalement qui sont censés être très très courts. On a encore un peu de temps pour des questions. Bonjour, est-ce qu'il y a des projets que la SFR fasse un groupe de réflexion autour de ça, comme c'est le cas chez les dermatos, les anesthésistes En fait, c'était déjà une première, c'était de voir s'il y avait du monde. Donc, la réponse est déjà oui. En tout cas, ça doit inciter à ce qu'on y réfléchisse. Et quand je vois qu'on peut avoir des initiatives sur des choses qui peuvent même être appliquées en salle d'attente, imprimées, en tout cas, un groupe de travail autour de ça, ça pourrait être une des discussions pour les mois qui viennent. Donc, là, quand je vois le monde, quand je vois l'intérêt que ça suscite, bonne idée, on en reparle. Donc moi j'avais 3 petites remarques. Alors, il y en a une qui rejoignait ça, mais du coup ça pourrait discuter. Mais de plus en plus dans les bourses, on demande si
eh ben, on prend un tout petit peu en compte, on s'est posé la question entre plusieurs alternatives, et ça peut être des points supplémentaires pour les bourses, et peut-être juste sur la SFR, rien que donner ça, ça donne voilà, ça nous sensibilise. Et ensuite, sur le UK Score, il me semble qu'il y avait une conférence de Stockholm où ils avaient fait un score pour les médicaments et que ils avaient fait une sorte d'essai pour que ça puisse être implémenté dans leur logiciel de prescription. Et peut-être ça peut faire partie des éléments du travail qu'on peut faire avec la SFR pour donner vraiment le poids et que ça puisse être une aide. Et ensuite, le dernier point, donc moi j'ai eu une présentation de Labo 1.5. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce que c'est. Où en fait il y a une initiative, peut-être que tu veux commenter Marine, je ne sais pas, mais en tout cas c'est une initiative nationale où pour y adhérer, il faut avoir fait une première démarche qui peut se résumer à avoir en tant qu'une structure ou à différentes échelles, mais évaluer sa mobilité, la mobilité de toutes les personnes. Et si 50% des gens répondent, ça veut dire qu'on est déjà dans cette démarche et ça donne accès à un forum où finalement tous les gens sur la France qui sont intéressés montrent leurs initiatives et c'est extrêmement enrichissant de pouvoir s'en inspirer. Je prends bonne note de tout ça pour en reparler en bureau de la SFR prochainement. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que les stylos des biothérapies peuvent être on pourrait imaginer qu'ils soient recyclables ou... Oui, c'est ce que je disais. Alors, je me souviens plus de quel laboratoire propose ça, mais effectivement, il commence à y avoir quelques initiatives. Donc, comme je vois qu'il y a certaines personnes travaillant dans l'industrie pharmaceutique, je pense que ça va brainstormer au décours de cette session. Donc, ça fait partie des initiatives. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a encore un petit peu de temps. Merci beaucoup, merci Marine. C'était juste pour rebondir sur les histoires d'adalimumab, pour ne citer que cette biothérapie, mais aujourd'hui on a à peu près une quinzaine de choix et il suffit aussi de demander où est-ce que ce biosimilaire ou ce biosimilaire a été fabriqué. Il y en a qui sont fabriqués plus ou moins proches, il y en a qui vont jusqu'en Chine, donc ça peut être aussi une question facile à demander quand les labos viennent nous démarcher. Pareil pour le méthotrexate injectable, etc. C'est des questions toutes faciles à poser qui peuvent déjà réduire un petit peu l'impact sur nos prescriptions médicamenteuses. Voilà, c'était juste une remarque. Non, en effet, il y a des différences dans les biosimilaires d'adalimumab. Dans le papier d'Inès, elle a montré qu'il y en avait qui étaient plus ou moins polluants. Je ne sais pas, je n'ai pas vu si c'était corrélé, mais ça serait logique avec le lieu de fabrication à regarder. Et les seringues, c'est aussi moins polluant que le stylo, mais bon, moins pratique pour le patient. Et ce qui était sorti de ce papier, c'est aussi surtout que le packaging et même la notice d'utilisation étaient beaucoup pris en compte dans cet impact carbone. C'est des choses simples, mais finalement, est-ce qu'on a besoin d'une aussi longue notice? L'information doit circuler auprès du patient, mais voilà, il y a des choses à modifier. Et cet impact-là, on n'y pense pas, c'est tout simple, une notice, mais ça pollue. Est-ce qu'il reste des questions? Non? Bon, et merci d'en avoir posé. Merci d'avoir été avec nous pour cette première édition. On espère que ça vous a plu. Et puis, à très bientôt pour un nouvel épisode de la Minute Rhumato.